dans tout établissement, toute école. Ça n'a jamais été l'idée et ça ne le sera pas. Par contre, c'est la possibilité de le faire à la demande du chef d'établissement qui existe et selon des durées qui sont à décider entre l'établissement et l'institution, que ce soit la police ou la gendarmerie. Alors, ce n'est pas un rétropédalage, mais quand même, hein, on sent qu'il ne veut pas y aller trop fort, le ministre de l'Éducation nationale. Claire Chartier, est-ce que c'est une erreur d'analyse ou le gouvernement est quand même un peu gêné sur ce dossier ? Je pense parce qu'en plus, ils savent bien que la surenchère sécuritaire en matière de violence scolaire n'est pas forcément la réponse. C'est plus une rustine, à mon sens, que d'évoquer des policiers à l'intérieur des établissements, plus une rustine qu'autre chose. Et en plus, ça met l'accent sur la violence dans l'établissement scolaire, alors qu'il faudrait mettre cet accent sur l'enseignement. Et sur le fond, le vrai problème dans les établissements, le vrai problème autour de la violence scolaire, il ne se situe pas là où on pense. On pense que les enseignants sont aujourd'hui malmenés. En fait, on s'aperçoit depuis... Ils le disent quand même, hein. Ils le disent. Dans ce hashtag pas de vague. Oui, tout à fait. Mais d'après Éric de Barbieux, qui est la référence en matière de violence scolaire, qui a fait un très gros travail d'enquête ces dernières années, en fait, on s'aperçoit que le pourcentage de professeurs qui s'estiment, qui ont le sentiment vraiment d'être malmenés, ne bouge pas, ne varie pas. Il est aux alentours de 16%. Ce qui pose beaucoup plus de problèmes, c'est le manque de respect des règles de discipline à l'intérieur des établissements. Ce sont les bagarres, les insultes, tout ce genre de choses. Et en fait, la réponse à ce genre de problème, c'est pas forcément des policiers, c'est beaucoup plus une stratégie commune dans chaque établissement, qui doit être mise en place en fait entre tous les acteurs, tous les professionnels. Moi, j'ai vu ça très concrètement lorsque je couvrais l'éducation à l'Express pendant plusieurs années. Donc en fait, il faut que tous aient la même réponse face à l'indiscipline et sachent, par exemple, tous se mettre d'accord sur ce qui est tolérable et ce qui ne l'est pas à l'intérieur des classes et hors des classes. Ça suppose une vraie concertation. Ça suppose aussi que les enseignants soient écoutés par leur chef d'établissement, parce que parfois, il y a des profs qui, en fait, ne savent pas faire, qui se font malmener. Je ne sais pas si c'est le cas de cette enseignante, mais qui ne le disent pas parce qu'ils ont honte, en fait, de simplement pas pouvoir tenir leur classe. Pas tenir leur classe, exactement. Comme on dit, ouais. Donc, il y a vraiment c'est vraiment quelque chose qui se travaille en interne, plus que des mesures de gendarmes. D'ailleurs, ça s'est déjà fait, hein. C'est pas une nouveauté. Même à Nice, d'ailleurs, Estrosi avait voulu mettre un gendarme, je crois, certains policiers dans les établissements scolaires. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a ce sujet des violences purement dans l'enceinte scolaire dont vous venez de parler. Et puis, ce débat était l'occasion de propositions un peu plus larges de l'opposition. Peut-être ce sont les surenchères sécuritaires auxquelles vous faisiez allusion à l'instant. Alors, il y a eu deux propositions faites par l'opposition. La première, c'était de supprimer les allocations familiales pour les parents ou les mères seules dont les enfants sont pris pour des faits de délinquance. Voici la réponse de Christophe Castaner, le ministre de l'Intérieur. C'était hier sur RTL et cette réponse, c'est non. Deuxième sujet qui est celle de supprimer ou de diminuer les allocations familiales. Oui. Moi, je crois que c'est la double peine. C'est la double peine pour les mères isolées, celles qui justement ont beaucoup de mal au quotidien à tenir l'éducation de leur enfant. Leur enfant leur échappe. Et alors, avant de continuer notre tour de table, une autre réaction ministérielle à une autre proposition. Celle-ci, elle était faite entre autres par Valérie Pécresse, qui était d'abaisser la majorité pénale à 16 ans. Nicole Belloubet la garde des Sceaux, était invitée du grand jury dimanche dernier, et je lui ai posé la question, faut-il abaisser la majorité pénale à 16 ans? Et la réponse, là encore, c'est non. Vous savez, moi je crois que beaucoup d'élus sont demandeurs de réforme de la loi pénale comme d'autres sont accros à la drogue dure. Moi je ne pense pas que la loi pénale soit uniquement là pour faire changer les choses. C'est souvent dans la pratique, dans l'opérationnalité que c'est important. Xavier Couture, au moins il est cohérent le discours du gouvernement. Hein. En gros, chaque ministre dit non, pas trop fort dans la sanction. Il est cohérent a posteriori, il n'a pas été cohérent a priori, si je peux me permettre. C'est parce que je suis toujours bienveillant vis-à-vis du pouvoir. Ce qu'on a vécu, c'est quand même la première manifestation de couac, c'est tout de même un ministre de l'Intérieur qui arrive et qui trouve, avec cet incident qui est assez regrettable, voire dramatique, dans un établissement scolaire à Créteil, où cette professeure se fait menacer par une arme, fut-elle factice, je pense qu'elle a pensé qu'elle était vraie, et je pense que personne n'aurait voulu être à sa place. Christophe Castaner se dit, c'est formidable,
me voilà ministre de l'Intérieur, je vais pouvoir faire une annonce absolument tonitruante et tout de suite, je fais exploser une bombe médiatique. Résultat des courses, il se fait recadrer par l'ensemble du gouvernement. Nicole Belloubet, naturellement, dit que ce n'est pas possible, que les établissements scolaires ne sont pas des camps de redressement. Blanquer fait du surf avec une intelligence et une subtilité à nul autre pareil. In fine, c'est quand même un couac. C'est quand même un couac. Et ça n'est pas très... je veux dire, sur un sujet aussi grave, je trouve que ça n'est pas très brillant. Alors, oui, bien sûr, on peut considérer que ce n'est pas du tout la mesure idoine pour résoudre un problème qui est le problème des violences scolaires qui montent. Je trouve que moi, j'ai un neveu qui est professeur agrégé, qui enseigne dans des collèges, dans des zones difficiles, ça demande. Honnêtement, bien sûr, le barycentre a changé. Ce qui fait qu'on ne doit pas augmenter réellement les plaintes de professeurs considérant que, bien sûr, parce que le barycentre s'est déplacé, mais que globalement, la violence à l'école, elle a augmenté, évidemment, de manière assez dramatique. Et donc, pas partout, pas dans l'ensemble des établissements scolaires, il y a aujourd'hui une problématique qui n'existait pas il y a 20 ans, qui existait déjà un peu il y a 10 ans, qui s'est un peu accélérée et qui n'est pas traitée. Et elle n'est pas traitée parce que, évidemment, la hiérarchie de l'institution scolaire a toujours, et d'où d'ailleurs le hashtag pas de vague, la hiérarchie de l'institution scolaire s'est mise en ordre de marche pour essayer d'atténuer ou de rendre les choses un peu invisibles. Premier point. Le second point, et puis c'est une évidence et on le sait tous, les syndicats ont été, en matière d'éducation nationale, les promoteurs de l'affectation des professeurs en fonction de ce que l'on pouvait considérer comme étant une récompense pour eux. Donc c'est plus facile d'être professeur dans un collège d'une zone favorisée que dans une zone extrêmement défavorisée. D'où le fait que les plus jeunes professeurs, plutôt inexpérimentés, se sont trouvés dans des zones difficiles. Et ça, c'est un vrai problème que l'éducation nationale n'a pas voulu traiter et qui est l'un des moteurs de ce problème. Alors, on vous pose la question sur Twitter, chers internautes qui êtes en train de suivre notre émission. Est-ce que le gouvernement est assez sévère sur ces violences des jeunes? Alors, vous nous répondez non à 87%. Évidemment, ce n'est pas un sondage, puisque c'est vous qui décidez ou non de vous prononcer. Frédéric Dabi, est-ce que, globalement, nos internautes ils sont en phase avec l'opinion, ou bien est-ce qu'ils sont un petit peu plus sévères ou répressifs? J'ai parfois l'habitude de nuancer vos votes des internautes, qui sont des simples consultations sans représentativité, avec les enquêtes d'opinion. Tout à fait, vous le faites de manière très très élégante, bravo. Mais là, il y a une vraie convergence avec ce qu'on observe dans l'état de l'opinion publique française. Le contexte général, c'est une très forte remontée depuis que la menace terroriste est un petit peu plus en deçà de la préoccupation sur les questions sécuritaires. Et c'est vrai que ce qui s'est passé à Créteil, on l'a vu dans des enquêtes quantitatives, dans le baromètre Match, ça a été le deuxième sujet dont les Français ont le plus parlé, et dans les enquêtes qualitatives, ça a été un coup de semonce pour beaucoup de Français, pas seulement des parents, avec l'idée que l'idée de l'école comme un sanctuaire s'est complètement fissurée. Et c'est, dans l'imaginaire des Français, ce qui est particulièrement notable. Alors, de ce point de vue-là, le report du plan au 15 décembre, le fait que le gouvernement dise non à toute une série de mesures, peut être interprété comme une sorte de spectacle de l'impuissance du gouvernement sur ces questions. D'un côté, l'opinion est extrêmement sévère. De l'autre, ce qui est assez intéressant, c'est que aussi bien Mme Belloubet que Christophe Castaner reprennent les refus du gouvernement socialiste de l'époque, notamment Christiane Taubira, de suppression des allocations familiales et d'abaissement de la majorité pénale. Parce qu'un élève, et encore une fois, ça doit être terrible pour l'enseignante, mais je veux dire, on a eu des cas, mais vraiment beaucoup plus spectaculaires. Ce qui se passe, de ce que je comprends, c'est qu'il y a dans certains établissements, effectivement, des situations plus aiguës. Et parfois, l'éducation nationale, comme à Toulouse, n'a pas répondu comme il le fallait aux préoccupations très concrètes des enseignants. Ça, oui. Mais sur le plan global, ça n'est pas du tout avéré. Alors que les gens aient ce sentiment-là, c'est un peu comme l'immigration, pourquoi pas? Mais le fait est, je ne veux pas qu'on dise aussi facilement que la violence à l'école augmente. Non, madame, j'ai parlé, qu'est-ce que c'est qu'un sondage? C'est l'enregistrement d'un ressenti. Et vraiment, quand on voit les populations
qui ont le plus sentiment que l'insécurité augmente. Ce ne sont plus les catégories traditionnelles de la droite. Ça n'empêche pas qu'il y a un problème. Ce sont plutôt les parents d'élèves. C'est un ressenti. Alors, puisque distinguo, on parle de distinguo, je pense qu'on peut mettre un distinguo entre la violence, les actes de violence recensés comme tels, et l'incivilité au quotidien. Je pense que ce que disait Gaspard est vrai et juste. La société enregistre globalement une montée de la violence. Les réseaux sociaux, d'ailleurs, accélèrent, puisqu'on le voit bien, ça donne une autorisation, puisque les groupes qui se retrouvent sur les réseaux sociaux s'autorisent à des pratiques de violence parce qu'ils sont autorisés par le fait de ne plus être seuls, et ça crée des situations d'incivilité dont les professeurs se plaignent. Donc, effectivement, faisons le distinguo entre violence et incivilité, mais dire qu'il n'y a pas un changement d'attitude en 10 ou 15 ans, voilà. C'est ça que je veux dire. Un mot sur la majorité pénale. Personne n'est pour l'abaissement de la majorité pénale à 16 ans autour de cette table. Moi, je suis clairement contre. Il y a déjà, comme vous le savez, des mineurs qui font l'objet de mesures de privation de liberté. N'oublions jamais, il y a parfois des mineurs de 15 ans, 16 ans qui sont en prison ou en centre éducatif fermé. Je ne vois pas ce que ça pourrait apporter de plus. Bon, ça n'a pas d'intérêt. Aujourd'hui, la majorité déjà, compte tenu du fait que la majorité intellectuelle et morale, pour les raisons d'ailleurs qu'on vient de pointer, a tendance à reculer, je pense que moi je serais quasiment favorable à rétablir la majorité à 21 ans. Moi je pense que toutes ces questions scolaires, à chaque fois, la question qu'elles posent, c'est la question des banlieues. Ah, ça, c'est sûr. Bah oui, c'est ça. Oui, c'est le vrai problème, il est là. Quand même, mais c'est le problème on majeur. ne passe pas sur le débat sur les banlieues, parce que sinon, franchement, parce que les violences c'est tellement récentes ont lieu passionnant. aussi dans des villes au cœur de Paris. Les affrontements de bandes, c'est dans c'est Paris vrai, même, exactement. intramuros. C'est vrai. Dans le Oui, 19e arrondissement de Paris. Et dans les villes petites et moyennes, il y a aussi une grande montée des incivilités. Merci à tous. Quelques commentaires de nos internautes à qui on va laisser le dernier mot. Nicole nous dit il faut remettre une vraie discipline en classe et ne pas accepter que les parents s'en prennent aux enseignants en cas de punition. Le président qui nous dit la droite ne rêve que d'uniformes et de sanctions, 3 petits points lourds sous-entendus. Et voilà. Si je nous dis... La société dite de la domination masculine décrite par Bourdieu, et puisque les dégâts commis par l'homme industriel, mécanique vis-à-vis de la planète, je pense que ça mérite réflexion, et en tout cas elle ouvre une porte au débat qui m'intéresse. Claire Chartier ? Oui, je suis assez d'accord avec cette analyse. Pour moi, ce qui est intéressant dans les propos de Ségolène Royal et son livre, c'est que c'est un témoignage finalement assez rare dans son ampleur. On a déjà entendu parler de sexisme en politique, mais enfin là, quand on regarde toute la chaîne d'avanie sexiste qu'elle a dû subir, c'est quand même assez impressionnant. Meneuse de revue, enfin, ce qu'elle cite dans son livre, micro-phénomène de mode, super nanny de la politique, mère fouettarde. Ça va quand même au-delà de la robe à fleurs qu'on reprochait à Cécile Duflot dans l'hémicycle. Et vraiment, à lire tout ça, ça m'a amené en mémoire une phrase du commandant américain MacArthur pendant la guerre de Corée qui disait derrière chaque montagne, il y avait une nouvelle montagne. C'est vrai qu'on se dit que vraiment, elle a eu quand même du courage de supporter tout ça pendant tant d'années. Mais quand même, si je peux me permettre une remarque, elle ne dit à aucun moment qu'elle est aussi une femme politique redoutable, tacticienne hors pair, parfois manipulatrice. Elle n'a pas travaillé pour rien avec François Mitterrand. Donc qu'elle-même ne soit pas non plus, on va dire, une espèce de personnage tout complètement pur, ça lui vient pas à l'esprit de le dire. Bah oui, mais enfin, je vois pas le rapport en fait entre le fait d'avoir effectivement des réflexes de femme politique et de se faire traiter de conne ou de. Enfin, je vois pas. C'est deux choses très différentes, quoi. Vous pensez pas qu'elle a subi des attaques dures parce qu'elle était dure elle-même? Non. Mais enfin, à ce moment-là, les hommes ne subissent pas du tout le même genre d'attaque. Enfin, cette espèce de procès en incompétence est beaucoup fait à l'endroit des femmes et beaucoup moins à l'endroit des hommes. Donc c'est ça qu'elle dénonce. Le fait qu'elle soit une femme politique par ailleurs et qu'elle sache s'y prendre et qu'elle soit parfois assez énervante, enfin, on sait tout ça. Enfin, tout ce attention, c'est deux choses différentes, oui, je pense. Franchement, c'est deux registres différents. Je pense qu'à les confondre, on rentre dans le jeu de ceux qui sont tombés à bras raccourcis sur Ségolène Royal pendant tant d'années. Je pense aussi que l'acte lourd, si on revient à la période historique de 2006-2007, c'est qu'elle ait gagné cette primaire semi-ouverte du Parti socialiste face à tout l'appareil du PS, face à deux candidats qui l'ont complètement délégitimé. Il y a une différence entre voici mon programme et mon programme, c'est voici, qui va garder
qui va garder les enfants, c'est sérieux la politique. Les 3 semaines de commentaires, notamment par la droite, au moment de la fameuse phrase, le mot, la bravitude sur la muraille du Chine, elle a quand même fini avec 17 millions de voix. Elle a aussi, il faut être honnête, joué de la distinction par rapport à ses adversaires. Quand elle est en débat face à Dominique Strauss-Kahn et Laurent Fabius, et on lui demande c'est quoi la différence entre vous et eux, elle dit ça se voit, et elle le dit ça. Mais ce qui est vrai aussi, c'est que les femmes politiques qui ont eu du pouvoir ont été aussi très fortement attaquées. Édith Cresson, alors ça remonte à relativement longtemps, Martine Aubry, Anne Hidalgo sur la ville de Paris. Maintenant, c'est vrai que c'est quelqu'un qui est aussi dans... Aussi, également, même si elle, c'est assez intéressant, elle a moins mis en avant elle dit ça suffit, les femmes qui se posent en victime tout le temps. Alors, elle l'a fait un petit peu, elle a plus joué la proximité identificatoire, une femme divorcée qui a élevé des enfants seuls. Elle a été sur un registre différent, par exemple, de Ségolène Royal. Ségolène Royal, ce livre sort aussi dans un moment particulier, elle envisage ou pas d'accepter la perche un peu désespérée du PS comme tête de liste du Parti socialiste. Et c'est quand même une personnalité du point de vue de la popularité socialiste qui a été au pouvoir entre 2014 et 2017, qui échappe au discrédit de beaucoup de ténors, qui n'a pas disparu et qui a un socle de popularité très élevé chez les sympathisants et les électeurs d'Emmanuel Macron. Xavier Couture, Ségolène Royal se livre de façon très personnelle dans cet ouvrage. Elle explique combien elle a souffert d'être abandonnée, larguée, on appellera ça comme on voudra, par François Hollande, pour une femme 10 ans plus jeune que moi, dit-elle. Est-ce que vous trouvez que c'est sain, c'est souhaitable qu'il y ait comme ça un livre à la fois politique et très personnel? Est-ce que ça dit quelque chose de l'époque? Alors, ça dit quelque chose de Ségolène Royal. Ça ne dit pas quelque chose forcément de l'époque. Moi, ce qui m'apparaît dans ce livre et dans l'effort qu'elle accomplit dans un travail qui est à la fois peut-être un tout petit peu, par le biais de ses confidences personnelles, un peu trop, justement, cette information un tout petit peu grand public, qui s'apparente un peu à la télé-réalité, entre guillemets. Et puis, le travail exceptionnel de résilience qu'elle a fait pendant toute sa carrière. Et honnêtement, ce livre, il vient sanctionner ça. Et je dirais, c'est parce que, ce que vous avez dit tout à l'heure, parce qu'elle a été une femme politique dure, parce qu'elle a été capable de manipulation au même titre que les hommes politiques peuvent la pratiquer, c'est là que l'on voit qu'elle a souffert d'autant plus et que sa parole est particulièrement à écouter. C'est parce qu'elle n'a pas subi le même traitement que ceux qui, comme elle, avaient de la politique une vision qui était plutôt musclée, certes. Mais elle, on lui a fait payer, évidemment, le fait d'être une femme politique, comme on le fait payer d'être homme politique, parce que on le sait, la politique est un milieu horriblement dur, mais ce qu'on lui a fait payer, en plus, c'est d'être une femme. Et je trouve que ce parallèle avec l'environnement, même s'il est audacieux, il a ce mérite-là, ce mérite qui est de mettre en lumière que des sujets cruciaux dans la société sont vécus en général avec un déni dont nous sommes parfois complices, nous gens de médias, et que ce déni, elle le fracasse en mettant sur la table le fait que non, les enfants, regardez la réalité en face. Maintenant, qu'elle soit tête de liste